L'éducation nordique est très réputée et des pays comme la Finlande caracolent régulièrement en tête des classements internationaux. Des journalistes et des pédagogues se sont donc penchés sur ces écoles pour comprendre quelles étaient leurs spécificités et leurs facteurs clés de succès. C'est le cas de Sophie Blittmann qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 5 piliers de l'éducation nordique » et qui est très inspirant. Alors si on regarde assez rapidement ces études, on peut se dire « bon, c'est sympa, ils font la classe dehors, mais ça ne casse pas 3 pattes à un canard, il n'y a rien de révolutionnaire ». Et pourtant, si on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte que c'est tout le regard que les adultes portent sur les enfants qui évolue. De ce regard différent vont découler plein de pratiques et de manières différentes de faire la classe. Et c'est ça qui est extrêmement inspirant, alors pour nos écoles françaises bien entendu, mais aussi pour nous, parents, puisque la plupart des choses qui sont proposées fonctionnent autant dans une salle de classe qu'à la maison en famille. C'est donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous expliquer quelles sont les spécificités de la culture et de l'éducation nordique et je vais vous donner des exemples très concrets de mise en pratique si vous aussi vous souhaitez vous inspirer de ces manières de faire pour éduquer vos enfants à la maison. La première chose qui est extrêmement importante dans l'éducation nordique, c'est la prise en compte du point de vue des enfants. Le point de vue des enfants, il est régulièrement sollicité, écouté et pris en compte pour améliorer des choses, notamment à l'école. Et les écoles vont par exemple envoyer 2 fois par an des sondages aux parents pour vérifier ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien à l'école. Les parents vont répondre à des questions comme « j'ai l'impression que les adultes et les enseignants sont à l'écoute de mon enfant ». Et quand ils répondent à ces sondages-là, les parents ne répondent pas à la place de leur enfant, ils répondent avec leur enfant. Le sondage, il va faire l'objet d'une discussion à la maison et c'est bien ensemble que parents et enfants vont répondre aux questions. Il y a aussi des questions qui vont pouvoir être envoyées directement aux élèves pour encore une fois tenir compte de leur point de vue. On va leur demander est-ce que tu as des amis à l'école ou est-ce qu'il y a un endroit dans lequel tu ne te sentirais pas en sécurité à l'école. Et l'objectif, encore une fois, c'est de leur demander leur point de vue, de s'assurer que tout se passe bien pour eux et que l'école répond bien à leurs besoins. Alors très souvent, les réponses à ces sondages, elles sont excellentes, puisqu'à partir du moment où les établissements accordent une telle attention au point de vue de l'enfant, c'est que souvent ils ont fait plein de choses en amont pour les écouter et répondre à leurs besoins. Mais si par hasard, il y avait une réponse à une question qui était moins bonne, ils mettraient en place le plan d'action qui va bien pour répondre aux besoins des enfants et écouter leur point de vue. En France, on a assez peu l'habitude de solliciter le point de vue des enfants, que ce soit à l'école ou à la maison. Et pourtant, ça apporte beaucoup. Déjà pour les parents, ça permet de mieux comprendre leur enfant et de se rendre compte à quel point leur point de vue, leur avis peut être extrêmement riche. Ça, on s'en rend compte uniquement quand on commence à leur poser des questions. Pour les enfants, ça va leur permettre de les valoriser, de leur donner confiance en eux. Si on sollicite leur point de vue, c'est qu'il est intéressant et que ce qu'ils ont à dire est intéressant et mérite d'être entendu. Et enfin, pour le fonctionnement de la famille, ça va permettre d'aller vers un fonctionnement qui va être plus coopératif, où chacun va participer. On va sortir d'un fonctionnement plus traditionnel, dans lequel ce sont les parents qui décident et qui imposent tout à tout le monde sans demander le point de vue des enfants, pour aller vers un mode de fonctionnement qui va être plus coopératif et plus collectif. Comment se lancer du coup à la maison si vous voulez solliciter davantage le point de vue de vos enfants ? Alors vous pouvez vous contenter de leur poser la question régulièrement « et toi qu'est-ce que tu en penses » ou « comment est-ce que tu ferais ça ?» Sauf que le quotidien reprend vite le dessus et souvent on oublie assez rapidement les bonnes habitudes qu'on voulait commencer à prendre. Ce qui peut être utile, ça va donc être de s'appuyer sur des outils qui vont nous aider à ancrer ces habitudes-là. Par exemple, on peut mettre en place un conseil de coopération. Le conseil de coopération, c'est un moment où tous les membres de la famille se réunissent à fréquence régulière, en général 1 fois par mois, et les membres de la famille vont aborder des sujets qui les intéressent. Chacun peut venir apporter un sujet à l'ordre du jour, par exemple, où est-ce qu'on va partir en vacances, ou comment est-ce qu'on gère les sorties, les tâches ménagères ou les temps d'écran. Et chaque membre de la famille va donner son avis jusqu'à ce qu'il y ait un consensus qui soit trouvé et que tout le monde soit d'accord sur la manière de traiter le sujet. Le consensus, c'est quelque chose qui est très important dans la culture nordique, on le retrouve beaucoup, que ce soit entre adultes ou entre enfants. Donc le conseil de famille, il va permettre comme ça de venir solliciter le point de vue des enfants et de les intégrer dans les décisions qui vont concerner la vie de famille. On peut aussi venir solliciter le point de vue de nos enfants avec des petits sondages, exactement comme font les écoles nordiques. Des petits questionnaires qui vont aller leur demander ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien.
et qui viennent interroger certains moments. Par exemple, à ton avis, comment est-ce que se passent les devoirs à la maison? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait changer ou améliorer pour que ce soit plus fluide? Ces questionnaires, on peut les faire à l'écrit pour leur donner un côté un petit peu plus formel, ou on peut aussi se contenter de les faire à l'oral au cours d'une discussion, mais encore une fois, dans ce cas-là, il ne faut pas se laisser reprendre par le quotidien et il faut penser à les mettre en place assez régulièrement pour pouvoir suivre l'évolution des choses qui sont faites. Et enfin, dernier point important, c'est le fait de mettre en place des actions. À partir du moment où on sollicite le point de vue de son enfant, s'il y a des choses à améliorer ou à changer, il faut que ça soit suivi d'actions concrètes, sinon ça va être extrêmement frustrant pour l'enfant. On lui aura demandé son point de vue et finalement on n'en aura rien fait. La deuxième chose qui est extrêmement importante dans l'éducation nordique, c'est le fait que les enfants ont le droit de choisir. Dans la culture nordique, on part du principe que chaque individu, chaque enfant, chaque élève est différent et qu'il a des besoins d'apprentissage différents, que ce soit sur les thématiques étudiées ou sur la manière d'apprendre. Et donc chaque élève va avoir le droit de choisir, en partie du moins, la manière dont il va travailler et dont il va apprendre. Concernant les thèmes étudiés, par exemple, le programme est beaucoup moins strict qu'en France. Il y a certaines thématiques qui sont obligatoires, mais il y en a d'autres qui sont laissées à l'appréciation des professeurs et surtout des élèves. Et dans certaines écoles, par exemple, les professeurs proposent aux élèves de choisir les thèmes qu'ils vont étudier. Ils vont leur dire, vous devez étudier un thème du XXe siècle, mais c'est à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus entre la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation et l'émergence du droit des femmes. Les élèves vont aussi pouvoir choisir les méthodes qui sont utilisées pour apprendre. En Finlande, par exemple, il y a une professeure de français qui donne 5 heures de français par semaine à sa classe au lycée. Et sur ces 5 heures, elle va en animer 2 de manière un peu traditionnelle. Et par contre, les 3 heures restantes vont être à la main des élèves. Ce sont eux qui vont choisir la manière dont le cours va se dérouler. Est-ce qu'ils préfèrent écouter un podcast et répondre à des questions, faire des exercices de grammaire ou faire une marche autour de l'école lors de laquelle on va pouvoir discuter en français et sous la supervision de la professeure pour améliorer son langage courant. Tout ça, c'est les élèves qui vont le choisir et c'est eux qui décident au fur et à mesure de leur manière d'apprendre, puisqu'encore une fois, dans ces pays nordiques, on estime que ce sont les mieux placés pour savoir comment est-ce qu'ils veulent apprendre et ce qu'ils veulent apprendre. Et ça change du coup de l'école française, où on a plutôt ce qu'on appelle un fonctionnement bus, c'est-à-dire tout le monde apprend la même chose au même moment et de la même manière. À la maison, on peut faire la même chose avec nos enfants et leur laisser le droit de choisir la manière dont ils vont travailler et apprendre leurs leçons. Finalement, une leçon, il y a plein de manières différentes de l'apprendre. On peut la lire, on peut l'écouter, on peut la dessiner et chaque enfant va fonctionner différemment. Donc on peut se dire, moi mon enfant, je vais l'accompagner, je vais lui montrer toutes les différentes méthodes qu'il existe pour apprendre une leçon, apprendre une poésie, faire un exercice, etc. Et ensuite, c'est lui qui va avoir le droit de choisir quelle est la méthode qui lui correspond le mieux. Et ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. En tant que parent, on peut aussi laisser choisir à nos enfants la manière dont ils vont s'installer. En Suède et dans les pays nordiques, on retrouve régulièrement dans les salles de classe des poufs, des canapés, et ça ne choque personne si à un moment un enfant s'allonge par terre pour faire ses exercices. En France, on est souvent un petit peu plus rigide sur ce genre de choses et on se dit il faut que mon enfant reste assis à sa table sans bouger pour apprendre sa leçon. Mais finalement, est-ce qu'on apprend mieux sa leçon assis à table sans bouger ou allongé par terre? Il n'y a pas vraiment d'études qui le prouvent. En tout cas, c'est intéressant à un moment de se dire mais est-ce que je ne peux pas laisser le choix à mon enfant sur ce genre de choses? Finalement, c'est lui qui sait à un moment donné comment est-ce qu'il a envie de se mettre pour travailler et être le plus efficace. Dans l'éducation nordique, il y a une troisième chose qui est extrêmement importante, c'est l'empathie. Dans la culture nordique en général, on accorde beaucoup d'importance aux relations sociales, à la vie collective. Et l'empathie est une des compétences qui est importante pour savoir justement se comporter dans cette vie sociale et faire en sorte que les relations soient les plus fluides et les plus agréables possibles. Et c'est donc ce qu'on va apprendre aux enfants dans ces pays-là dès le plus jeune âge en travaillant sur 2 axes. Le premier, ça va être savoir exprimer ses émotions. Et le deuxième axe, ça va être savoir écouter, accueillir les émotions des autres, mais aussi savoir se mettre à leur place. En Finlande, par exemple, il y a un programme qui a été lancé pour travailler sur le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui a été pris en main par les pays nordiques bien avant la France et ils ont mené énormément d'actions dessus. Et ils ont notamment utilisé l'empathie pour essayer de réduire le harcèlement scolaire. Et donc, il y a des jeux de rôle qui sont organisés entre les élèves pour les sensibiliser au harcèlement scolaire en les invitant à apprendre les différents rôles qu'on peut trouver quand il y a un cas de harcèlement.
Il y a des élèves qui vont jouer le rôle du harceleur et qui vont sentir que ça peut être grisant d'avoir ce rôle-là et d'avoir du pouvoir sur les autres et en même temps à quel point ce pouvoir peut être dangereux. Il y a d'autres élèves qui vont jouer le rôle des harcelés et là qui vont pouvoir ressentir toute la palette d'émotions qu'on a quand on est dans ce type de situation de souffrance, de détresse, etc. Et enfin, il y a des élèves qui vont jouer les rôles de témoins pour se rendre compte que le témoin, finalement, il a un rôle à jouer, il ne doit pas être passif. Il doit dénoncer ce qui se passe, il doit s'y opposer, il doit écouter aussi l'enfant qui est harcelé pour essayer de l'aider et de l'accompagner. Et c'est grâce à ces jeux de rôle que les enfants vont ressentir de l'empathie pour chacune des personnes qui va être impliquée dans un cas de harcèlement et qui, du coup, vont faire en sorte que ces situations ne se reproduisent pas. Et ce programme, il marche très bien parce que Sophie Blittman explique qu'en Finlande, depuis que ce programme a été mis en place, les élèves qui expliquent être en situation de harcèlement sont passés de 18% à 10%. Donc on a eu une vraie baisse des cas de harcèlement scolaire grâce à ce programme qui est basé sur l'empathie. À la maison, on va pouvoir aussi s'inspirer de l'éducation nordique pour venir développer l'empathie de nos enfants. Alors pour venir prévenir ou accompagner des cas de harcèlement scolaire si malheureusement il y en avait, mais aussi tout simplement pour que nos enfants apprennent à exprimer leurs émotions et à écouter, à accueillir les émotions des autres. Et pour ça, on va pouvoir utiliser des supports exactement comme les enseignants dans les pays nordiques, des livres pour les plus petits ou des vidéos pour les plus grands. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de venir mettre en place une discussion sur ces supports-là. Par exemple, les enseignants vont pouvoir montrer aux enfants des images ou des photos avec un enfant qui montre un visage triste. Et là, ils vont discuter, échanger avec les élèves. À ton avis, pourquoi est-ce que cet enfant est triste? Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que tu as aussi déjà ressenti de la tristesse? Comment est-ce qu'on peut le consoler? Avec les enfants plus grands, en Suède, ils vont montrer des petites vidéos, notamment une série qui s'appelle Être amis, que les enfants aiment beaucoup. C'est une petite fiction avec des épisodes de 10 minutes qui présentent des situations que les enfants peuvent vivre à l'école. Par exemple, un nouvel arrivant ou le fait d'être trahi par un ami. Et donc les enfants vont regarder ces vidéos-là en cours et ensuite le professeur va mettre en place une discussion avec les élèves. Est-ce que vous aussi vous avez déjà été trahi par un ami? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment est-ce que vous aimeriez aider quelqu'un qui a été trahi par un ami, etc. Et à chaque fois, c'est bien la discussion qui va être importante pour aider les enfants à s'exprimer, à exprimer leurs émotions et à écouter les émotions des autres. Par ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'être exemplaire dans le sens où en tant que parents, on peut aussi exprimer nos émotions auprès de nos enfants. Alors bien entendu, on peut leur dire quand on est en colère, en verbalisant les choses. On peut aussi leur dire quand on est triste, de la même façon, en verbalisant les choses. Et on peut aussi leur raconter notre journée de travail, comme eux racontent leur journée d'école, en s'appuyant sur les émotions qu'on a ressenties. Moi, quand je parle de ma journée de travail à ma fille, je ne vais pas lui raconter les journées que j'ai eues et les réglementations ou les projets sur lesquels je travaille, ça ne l'intéresse pas du tout. Par contre, j'utilise les émotions pour lui expliquer ce que j'ai vécu dans ma journée. Je vais par exemple pouvoir lui dire, ce matin, j'ai fait une réunion avec un collègue et j'ai senti qu'on n'arrivait pas à se comprendre et que quand je disais quelque chose, il n'était pas d'accord, etc. Et du coup, j'ai ressenti beaucoup de frustration par rapport à ça. Et ensuite, je lui explique que l'après-midi, finalement, j'ai reparlé au collègue parce qu'on avait besoin de clarifier les choses et que là, on s'est compris et que du coup, on a été très soulagés tous les deux et que c'était beaucoup plus agréable. Et là, hyper souvent, ma fille rebondit en disant « Ah, mais moi aussi, j'ai vécu la même chose à l'école le matin, ma copine, elle m'a pas comprise et puis en fait, finalement, on en a reparlé et tout allait bien. » Et finalement, à travers les émotions, ou la description des émotions qu'on aura ressenties, non seulement on trouve des points communs entre nos deux journées, mais en plus, ça nous apprend mutuellement à exprimer nos émotions et à écouter les émotions des autres. La quatrième et la dernière chose qui est très importante dans l'éducation nordique, c'est le fait de penser l'environnement physique, scolaire des enfants avec les enfants, de leur demander leur point de vue sur l'école et sur la classe. Quand il y a une école dans les pays nordiques qui est rénovée ou qui est construite, au Danemark notamment, on va mettre en place des groupes de travail avant même que la construction soit lancée. Et les architectes vont pouvoir échanger avec les professeurs pour que les professeurs expliquent la manière dont ils ont envie de travailler et ce dont ils auraient besoin, avec les parents pour qu'ils donnent leur point de vue, et surtout avec les enfants, puisque ce sont finalement eux les principaux concernés, et donc ils vont donner leur point de vue sur ce qui serait selon eux l'école idéale. Alors quand on les écoute, souvent, il y a deux choses qui ressortent, le fait qu'ils ont besoin d'endroits pour se défouler, courir, et le fait qu'ils ont besoin d'endroits pour pouvoir s'isoler et pouvoir travailler calmement. Ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans les écoles françaises. Donc ça serait aussi
intéressant de venir faire l'exercice. Et moi-même, quand j'ai été en Suède, j'ai été frappée de voir à quel point est-ce que les environnements étaient systématiquement pensés avec et pour les enfants. Dans tous les restaurants, il y a un coin jeu pour les enfants et c'est pas juste une mini table avec 3 coloriages et 3 feutres. C'est une vraie salle qui leur est dédiée avec des jeux de grande qualité dans laquelle ils peuvent vraiment passer du temps et venir jouer. Et dans les musées, c'est la même chose. Si vous avez l'occasion d'aller dans le musée des arts populaires de Stockholm, il n'y a pas une salle qui est dédiée aux enfants, c'est une aile entière du musée, dans laquelle ils ont reconstitué plein d'espaces traditionnels suédois du 19e siècle. On va retrouver un petit magasin avec des balances, avec des poissons, des légumes, le tout en bois hyper bien fait pour que les enfants puissent jouer à la marchande. On a une école qui est reconstituée, on a une ferme avec des vrais animaux en bois qui sont hyper bien faits, tout le matériel pour pouvoir s'occuper des animaux. Et quand ma fille y est allée, elle a passé plusieurs heures à jouer dans cet endroit-là et c'était absolument incroyable de voir l'attention qu'ils avaient pu porter à ces lieux qui sont pensés pour les enfants. Et d'ailleurs, à l'entrée de cet espace-là, dans le musée, il est bien précisé que ça n'est pas une garderie pour que les enfants jouent en attendant que leurs parents aient visité le musée. Mais c'est un lieu pour que les enfants jouent et que les parents les accompagnent et jouent avec eux et profitent ensemble de ce moment-là. Et donc, c'est vraiment marquant quand on va dans ces pays-là, notamment en Suède, en Islande c'est la même chose aussi, de voir à quel point dans chaque lieu, il y a une attention qui est portée aux enfants et une intégration des enfants dans la conception du lieu. À la maison, on peut aussi s'inspirer de cette culture suédoise et de cette culture nordique pour venir penser notre environnement de manière un peu différente et y intégrer le point de vue de l'enfant. C'est quelque chose qui a été énormément développé par Maria Montessori. Ça a été une des premières à dire qu'il faut que le mobilier soit adapté aux enfants, qu'on fasse des tables et des chaises légères pour qu'ils puissent les bouger, etc. Aujourd'hui, c'est logique quand on pense à une salle de classe, mais à l'époque où elle a commencé à réfléchir à toutes ces choses-là, au début du XXe siècle, c'était pas du tout courant. Donc Maria Montessori, elle a beaucoup insisté là-dessus et elle disait il faut que l'environnement soit pensé pour l'enfant. Par exemple, on va pouvoir mettre en place un petit panier avec une petite brosse, un petit peigne, un petit miroir pour que l'enfant commence à prendre soin de lui de manière autonome dès le plus jeune âge. On peut aussi lui proposer du matériel pour faire le ménage, un chiffon, un petit balai, etc. Et là, Maria Montessori, elle insistait énormément sur la qualité du matériel qui est mis à disposition de l'enfant. Il ne s'agit pas de lui proposer une station de ménage avec plein de choses en plastique, avec des couleurs un peu criardes, mais qui ne fonctionnerait pas parce que ça aurait été pensé comme un jeu. Là, l'idée, c'est vraiment de lui proposer du matériel qui est fonctionnel, qui marche, donc un balai et une pelle pour vraiment faire le ménage, pas seulement pour jouer, puisque l'idée, ça n'est pas que l'enfant joue, mais c'est qu'il fasse et qu'il apprenne à faire. Donc ce matériel-là, les petits balais, les petites pelles, etc., ça peut coûter un peu cher quand c'est de bonne qualité en bois, mais Maria Montessori parlait vraiment d'un investissement. Elle disait il vaut mieux un balai et une pelle de bonne qualité et fonctionnelle plutôt que toute une station de ménage qui serait finalement un jouet et qui ne serait pas fonctionnel et qui n'aurait pas été pensé pour faire le ménage. Donc elle insistait beaucoup sur ces points-là et c'est des choses dont on peut s'inspirer à la maison pour concevoir notre environnement familial en y intégrant le point de vue de l'enfant et du coup en l'incitant à être autonome en faisant les choses par lui-même. En synthèse, on le voit, l'éducation dans les pays nordiques, elle est extrêmement inspirante. Pas seulement parce que les écoles et les systèmes éducatifs de ces pays-là caracolent en tête des classements internationaux, mais parce que le regard qui est posé par la culture nordique sur les enfants est différent et il est extrêmement intéressant. C'est un regard qui invite l'enfant à être lui-même. On dit l'enfant, il a sa propre personnalité, il a ses propres besoins, il a ses propres manières d'apprendre qui ne sont pas les mêmes que celles de son camarade et il faut en tenir compte. Et pour ça, il faut lui demander son avis, le solliciter et il faut aussi lui laisser le droit de choisir. Le droit de choisir la manière dont il va travailler, la manière dont il va apprendre, mais également le droit de choisir son environnement de travail, de participer à la construction de son école, par exemple. Et donc, dans ces pays-là, on a une vraie attention qui est portée au point de vue de l'enfant et au choix qu'il peut faire. On va aussi beaucoup s'intéresser à l'empathie, qui est une des qualités essentielles pour garantir la qualité de la vie en société. On va apprendre aux enfants à exprimer leurs émotions, à écouter les émotions des autres. Et ça marche, puisqu'on voit quand on utilise l'empathie, on arrive par exemple à faire diminuer les cas de harcèlement scolaire.
Donc tout ça sont des choses qui sont très intéressantes et dont on peut s'inspirer chez nous en se disant mais finalement mon enfant, je peux aussi solliciter son point de vue, je peux le laisser choisir un certain nombre de choses, je peux penser l'environnement de ma maison pour que ça soit encore plus adapté à lui et je peux travailler avec lui, discuter avec lui pour venir développer son empathie. Tout ça c'est des choses finalement qui sont assez simples et qui peuvent être très très inspirantes. Et si vous voulez aller plus loin sur tous ces sujets-là, je vous invite vraiment chaleureusement à lire le livre de Sophie Blittmann, Les 5 piliers de l'éducation nordique. Vous allez retrouver un certain nombre de choses dont on a discuté, mais aussi plein d'autres éléments qui peuvent continuer à vous inspirer pour mettre une petite touche nordique dans l'éducation de vos enfants à la maison. Et enfin, tout dernier élément de cette vidéo, je vous mets un lien vers une autre vidéo que j'ai faite dans laquelle je parle aussi de l'éducation dans les pays nordiques et notamment d'un système de médiation qui a été mis en place en Finlande et qui aide les élèves à résoudre leurs conflits par eux-mêmes. On peut aussi le reprendre et le mettre en place à la maison. Je vous donne tous les détails et toutes les étapes à suivre dans la vidéo qui est ici.